À quel prix comptez-vous vendre votre argent? Quelle sera votre stratégie? Bonjour les amis. L'argent est si bon marché grâce à la manipulation des métaux précieux, et en particulier de l'argent, que nous pouvons accumuler toute cette richesse à des prix ridicules. Je remercie tous les manipulateurs pour ce cadeau. Ne vous précipitez pas s'il vous plaît, je n'ai pas fini d'accumuler. La plupart des personnes s'intéressent à un actif lorsque celui-ci est déjà haut, alors qu'il faut faire l'inverse. Acheter un actif comme l'argent au prix bas actuel, alors que la masse ne s'y intéresse pas, est selon moi la meilleure stratégie. Lorsque les prix exploseront, ce sera à vous de choisir à partir de quel prix vous allez vendre. Plutôt que de prendre des décisions impulsives, il vaut mieux se fixer des objectifs de prix à partir desquels vous allez commencer à vendre. Connaissez-vous l'expression « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » ? Lorsque les prix exploseront, il est fort probable qu'une bulle se formera. Tout d'abord, voyons la signification d'une bulle. Une bulle spéculative se caractérise par une hausse exponentielle due à l'arrivée d'investisseurs non avisés sur un marché en croissance. Des investisseurs, souvent des petits porteurs, qui sont attirés par le gain rapide promis par le marché. Ces bulles sont la plupart du temps alimentées par les médias qui vont diffuser la nouvelle. Les investisseurs sont donc affectés par une série de biais comportementaux comme le biais d'effet moutonnier. Le prix va grimper en flèche et cette flambée va créer un engrenage qui va attirer d'autres investisseurs et ainsi de suite. Malheureusement, une bulle ne monte pas au ciel et finit par éclater. Il ne faudra pas être trop gourmand et sortir au bon moment. Vous allez me dire, mais quel est le bon moment? Personne ne peut le prédire. Avez-vous déjà entendu parler de la bulle des tulipes? Tout débute avec l'apparition de la tulipe en Europe vers la fin du XVIe siècle. La fleur aux couleurs vives est alors adoptée par les classes les plus aisées. Au début du XVIIe siècle aux Pays-Bas, un grand nombre de variétés de tulipes sont créées par des horticulteurs. Ils se servent en réalité de fleurs atteintes de potivirus, une maladie contractée par les tulipes qui change la couleur de ces dernières afin d'obtenir de nouvelles espèces. Cependant, cette maladie complique la culture des plantes et de ce fait, certaines variétés sont très difficiles à faire pousser. Jusqu'en 1634, le marché de la tulipe est semblable à celui du marché de l'art, un milieu réservé aux plus aisés, où le client passe commande à un horticulteur pour faire pousser la variété qu'il désire. La commande est passée à partir de l'automne, lorsque les bulbes sont plantés, et le paiement se fait à l'été, lorsque la fleur sort de terre et que le client est certain que ce qu'il achète correspond bien à ce qu'il avait commandé. Or, les tulipes qui attirent le plus sont les plus rares. La demande pour certaines espèces explose. On assiste alors aux prémices de la formation d'une bulle spéculative. À partir de 1635, plusieurs innovations financières accélèrent le développement de la bulle spéculative. L'innovation la plus importante est l'introduction des billets à effet. Ces derniers précisent les caractéristiques du bulbe et son prix. Ceci permet aux acheteurs de revendre un bulbe encore en terre, n'échangeant non plus le bulbe lui-même, mais le billet, un papier faisant office de titre. Le marché des tulipes devient alors un marché à terme, c'est-à-dire un marché où le dénouement des opérations d'achat ou de vente est différé dans le temps. Associé à l'essor du crédit, qui génère un effet de levier. Ce développement du marché à terme provoque une forte hausse des prix, ce qui en retour attire de nouveaux participants à ce marché. Le nombre de transactions augmente également, et il n'est pas rare de voir un billet à effet changer de main à de multiples reprises avant la floraison de la tulipe. Plusieurs biais psychologiques sont avancés pour expliquer les bulles spéculatives. L'un d'entre eux se nomme la théorie du plus grand fou. Selon cette idée, les investisseurs peuvent acheter un objet même s'ils sont persuadés qu'il est surévalué, car ils pensent qu'un autre individu, plus fou encore, sera prêt à le racheter plus cher. Le mécanisme fonctionne et les prix augmentent jusqu'à atteindre le plus grand fou. Dès lors, la bulle éclate et plus personne ne se porte acheteur. Les sources fournissant l'évolution des prix des tulipes à cette époque sont rares. Le marché n'est pas régulé et il n'y a donc pas de cours officiel. En la matière, on doit composer avec les relevés de transactions ponctuelles retrouvés par les historiens. Il n'est donc pas possible de retracer avec précision l'ensemble des mouvements des cours pendant cette bulle spéculative. Il apparaît toutefois qu'en janvier 1637, au sommet de la bulle,
une tulipe pouvait valoir jusqu'à 15 années de salaire d'un artisan. Un bulbe de la variété Semper Augustus, la plus recherchée à l'époque, se serait même échangé pour 10 000 florins, soit l'équivalent de 2 maisons en ville. Le krach, c'est-à-dire l'éclatement de la bulle, se produit le 3 février 1637. Pourquoi ce jour-là en particulier? Selon l'hypothèse la plus probable, le krach est déclenché par l'absence totale d'acheteurs ce jour-là, lors d'une habituelle vente aux enchères. Selon les historiens, les acheteurs ne se sont pas présentés à la vente en raison d'un épisode épidémique de peste bubonique. Cela a néanmoins suffi pour provoquer le retournement complet du marché. Il ne faut que quelques heures pour que la nouvelle de l'absence d'acheteurs se propage à la ville entière, et quelques jours pour que l'information atteigne l'ensemble des provinces unies. Les bulbes de tulipes deviennent invendables, ou alors avec une décote de 95 à 99%. Revenons à notre époque. Certaines personnes ne vendront pas leur trésor, mais le transmettront à leurs enfants. D'autres vendront dès que l'once atteindra 40 ou 50 dollars. Je pense que ces personnes s'en mordront les doigts. Personnellement, je ne vais pas forcément réfléchir en termes de prix et de pouvoir d'achat. Dans mon idéal, je devrais pouvoir acheter une maison moyenne avec 10 onces d'or ou 200 onces d'argent. À ce moment-là, je pourrais vendre avec une satisfaction totale. Et vous, à quel prix vendrez-vous votre argent? Ou contre quel bien? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.